Merci de nous suivre sur votre émission Zone 28. Nous sommes aujourd'hui avec M. Abdoulaye Fahmi, qu'on ne présente plus. M. Fahmi, bonsoir. Salam alaikum. Monsieur Fahmi, c'est avec un grand plaisir que nous partageons cette plateau avec vous. Merci. Je crois que nous allons directement dans le sujet. Le monde arabe traverse des moments difficiles, voire même dramatiques. Comment expliquez-vous cela? Tragique, je dirais. C'est vrai que le monde arabe particulièrement traverse une période très difficile, mais le monde en général. C'est un problème depuis la mondialisation, la globalisation. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de frontières. C'est tracé dans les cartes géographiques, mais en vérité, maintenant, on regarde l'information, dès que se passe quelque chose quelque part, tout le monde voit ça sur son téléphone portable ou sur la net. Et le monde est relié. On vit, c'est la toile d'araignée. Pour ça que tout ce qui se passe dans le monde concerne effectivement tout le monde. Personne n'est à l'abri de ce qui se passe. Et ce qui touche le monde arabe, c'est un problème grave, qui est un problème, un changement de génération, un changement de valeur. Il y a eu depuis un certain temps une planification de la part des services secrets américains et israéliens qui ont publié des études sur cela, des études stratégiques que tout le monde peut voir sur la net pour découper le monde. Mais M. Fahmi, on accuse tout le temps les Américains d'avoir causé tout cela. C'est vrai, parce que c'est vrai, malheureusement. C'est-à-dire, ce n'est pas le peuple américain, ce n'est pas les Américains. Eux, c'est les premières victimes de la politique de leur pays. Mais le problème de la politique américaine, c'est que ce sont des lobbies qui dirigent et orientent même la politique des États-Unis. Il y a les services secrets qui sont presque indépendants du gouvernement. Parce qu'ils ne changent pas. Alors que les autres, c'est des élections. À chaque élection, ils doivent se battre. Il y a le lobby des armements, le lobby de l'énergie, le lobby sioniste qui vont financer, qui vont poser. Aux États-Unis, on demande carrément un candidat. Alors, si vous êtes élu, vous allez faire ceci, ceci et cela. Il faut qu'il signe déjà avec un avocat. Ça se passe comme ça. Donc, c'est la politique américaine qui est en cause, ce n'est pas le peuple américain. Quand on dit les États-Unis, c'est vrai, il faut préciser. Mais pourquoi? Pourquoi? Effectivement, parce que le monde arabe ne peut pas être uni. Parce que s'il est uni, il sera très fort. Parce qu'il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a l'or, il y a tout ce qu'il faut. Allah les a dotés de tout. Ce qui leur manque, c'est l'intelligence. C'est ça ce qui leur manque. Et l'union qui fait la force. Regarde, par exemple, le Maroc n'a pas les frontières sont fermées avec l'Algérie. Ils sont toujours depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. La Tunisie, l'Algérie, c'est un rapport de stratégie. La Libye, regarde le cas de la Libye maintenant. C'est devenu une fourmilière de terrorisme. L'Égypte, ils vivent des drames terribles. La Syrie, n'en parlons pas. Tous les terroristes du monde, on les envoie en Syrie. Avec le printemps arabe et tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, le problème, regarde, par exemple, l'Arabie Saoudite et le Yémen. L'Arabie Saoudite, c'est le pays le plus riche du monde arabe. Le Yémen, c'est le pays le plus pauvre du monde arabe. Comment on peut justifier cette guerre? Même le représentant de l'ONU, Jamal Ben Omar, qui était là-bas, il a déclaré qu'il était sur le point de signer des accords, toutes les parties. Après, l'Arabie Saoudite a attaqué, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient unis. Maintenant, il faut inventer des prétextes pour la guerre. Mais est-ce que y a-t-il des rapports avec l'islam? Y a-t-il un rapport avec l'islam? C'est ça le drame. Le drame, c'est qu'ils mettent ça en rapport avec l'islam, alors que l'islam, il est innocent. L'islam, il est trop pur, trop propre pour eux. Ils ne peuvent pas leur salir, même avec
leur argent, avec leurs armes, avec leurs mensonges, ils ne peuvent pas salir l'islam. Mais ils se servent de l'islam pour justifier, c'est pour entraîner les gens, les peuples dans ces guerres. Comme les idéologies, on utilise l'islam comme une idéologie. Donc ce n'est pas du côté arabe qu'il faut chercher l'islam aujourd'hui, très sincèrement. Très sincèrement. L'islam, il vaut mieux que c'est le Sénégal qui exporte l'islam qu'au lieu d'importer l'islam. Parce que regarde la paix ici qu'il y a entre les différentes composantes de l'État, du gouvernement, du pays, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient d'obédience différente ou de confréries différentes. Il y a un respect de son prochain parce que les gens se respectent d'abord, respectent le droit de son prochain, comme nous enseigne l'islam, et que les gens sont tolérants, sont ouverts, ils n'ont pas de haine en eux. Alors que ce que tu vois ailleurs, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de miséricorde. Femmes, enfants, civils, hôpitaux, tout, il n'y a plus. C'est inimaginable, inimaginable. Donc, il faut bien comprendre que l'islam, on ne va pas le trouver aujourd'hui chez les Arabes. Monsieur Fahmy, permettez-moi de revenir un peu ce qui se passait en France sur la tuerie de Charlie Hebdo. Comment vous voyez-vous cela? C'est un événement tragique, comme tout ce qui se passe, c'est un attentat qui peut-être a été à la suite de certaines manipulations. On a utilisé encore l'islam. Parce que franchement, c'est vrai que Charlie Hebdo, ils ont exagéré, pas par rapport à la religion de l'islam, par rapport à toutes les religions. Si tu vois ce qu'ils publient sur Jésus et sur le christianisme, c'est pire encore. Donc, mais jamais par contre sur le judaïsme. S'ils publient des articles mauvais sur le judaïsme, c'est les rabbins qui sont contre le gouvernement d'Israël. Ils les attaquent. Parce qu'il y a des hassidim, ceux que tu vois, les barbus avec les tresses et tout, avec le noir et le dingote, eux, ils sont contre l'État d'Israël. Ils ne veulent pas de l'État d'Israël. Pour eux, c'est un... Donc, on les attaque tout le temps. Donc, il y a des manipulations derrière. Comme on revient au cercle vicieux. Et ceux qui ont fait l'attentat c'est des enfants. Des enfants de banlieue. Vous croyez que Chérif et Saïd Kouachi sont des terroristes? Il y en a des centaines comme ça en France. Et ailleurs, c'est des enfants de banlieue qui n'ont pas fait d'études, qui ont été embarqués dans des histoires de djihad. C'est pour ça que je dis l'islam aujourd'hui, on ne peut pas le regarder du côté arabe. L'islam qu'on appelle là, le djihadisme et tout cela, ce sont des motifs pour expliquer et trouver des couvertures à tous ces jagissements. L'islam nous dit d'exporter la bonne parole. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple et une polémique avec une argumentation saine et sereine. Donc nous, on est chargés comme musulmans d'aider les autres, de guider les autres vers leur Seigneur. Parce que nous, on est censé avoir la vérité, la religion révélée, la dernière, l'ultime révélation. Il n'y aura plus de révélation après la révélation coranique. Donc, elle est entre nos mains. C'est à nous d'enseigner nos frères qui sont égarés ou qui sont à l'islam. Ce n'est pas que nous posons aujourd'hui en tant que victimes et nous voulons nous venger sur les autres. On n'est pas des victimes. Nous, malheureusement, on s'est écarté trop des principes de notre religion. On veut copier l'Occident dans tout, dans notre habillement, dans notre façon de penser, dans notre façon de manger, de faire tout. Et puis, on veut qu'ils adoptent nos valeurs islamiques, alors que nous adoptons leur mode de vie et leur... Non, nous devons avoir... Avant, les musulmans étaient une civilisation. C'était elle qui gouvernait le monde pendant des siècles. Pourquoi? Parce que toutes les sciences étaient dans les mains des musulmans. Que ce soit les mathématiques, que ce soit la physique, que ce soit la médecine, que ce soit... eux, ils venaient étudier dans les universités du monde musulman.
À Cordoba, les Européens venaient, les Asiatiques à Bagdad, à Nishapur. Donc, avant, on était en avance. Maintenant, on est en retard. Il faut combler ce gap de retard. Ce n'est pas en s'écartant de nos valeurs, mais au contraire, en retournant à nos valeurs. Et retourner à nos valeurs, je dis bien à nos valeurs, pas à nos coutumes et à nos habitudes. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui valeurs appellent... et coutumes, c'est un peu différent. Voilà. Par exemple, tu vois maintenant nos frères salafis, où est leur problème? Eux, ils pensent que retourner à l'âge d'or de l'islam, c'est s'habiller avec le qamis et laisser la barbe. Le djilbab. Djilbab et tout. C'est ça pour eux la valeur. Alors que les valeurs, c'est la générosité, la bonté, la clairvoyance, l'intelligence, le bon sens. Ce sont les valeurs, la charité, la générosité. La droiture. La droiture. La justice, il faut que la justice règne dans un pays musulman. Tout le droit musulman est bâti sur la justice et le pardon, qui est plus fort encore. Alors que nous, aujourd'hui, on est très loin de ces valeurs. Maintenant, si tu veux, pour retourner à ce qui s'est passé, ce sont des faits divers qui arriveront, qui sont arrivés et qui arriveront toujours. Parce qu'il y aura toujours... Mais beaucoup de gens pensent que Cherif et Saïd Kouachi sont des terroristes quand même. Ils sont embarqués dans une logique. Je te dis, il y a des centaines comme eux. Ils vont en Syrie, en Irak. Qu'est-ce qu'ils vont faire, par exemple? Il y a des Tunisiens qui vont en Syrie, des Algériens, des Français, des Allemands, des Américains, des Australiens. Partout, dans tous les pays, il y a des gens. C'est pour ça que je dis on vit dans un monde maintenant qui n'est plus isolé. En tout cas, le terrorisme est un phénomène extraordinaire qu'on doit combattre par tous les moyens. Peut-être eux, ils ne se considèrent pas terroristes ou d'autres qui ont dans les mêmes options ne les considèrent pas des terroristes. En tout cas, ils sont tous victimes de ces manipulations. Par exemple, il y a eu avant Merah, Mohamed Merah. Il paraît qu'il a été manipulé par les services secrets français. Il y avait même des communications et tout. Dans cela aussi, on est en train de salir l'image de l'islam. Pour quelle raison? Pourquoi, par exemple, tu prends le cas aujourd'hui, par exemple, l'Arabie Saoudite, d'où viennent toutes les racines de ce problème. Parce que si tu prends, par exemple, ce qui se passe dans le monde depuis Boko Haram au Nigeria, en Libye, en Syrie, que ce soit Daesh, que ce soit Nusra, que ce soit tous ces groupes-là, qu'est-ce qui les lie ensemble? Une idéologie commune. C'est le wahhabisme, c'est le salafisme de l'Arabie Saoudite. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle joue. Même Hollande, il va là-bas. Justement, M. Fahmi, quel est le problème entre le Yémen et l'Arabie Saoudite? C'est un problème ancien. Parce que tu prends, par exemple, tu regardes la péninsule arabique. Je crois que c'est un problème entre chiites et sunnites. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de chiites, c'est des zaïdites. Les zaïdites, ils n'ont pas de problème avec les sunnites. Ils sont comme les sunnites, les zaïdites. Les chiites, Houthis, zaïdites. Les zaïdites, c'est les adeptes de Zaïd. Le Zaïd, c'est fils de Zine al-Abidine, le fils de Sayyidina Hussein. Eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils reconnaissent le califat de Sayyidina Abu Bakr, le califat de Sayyidina Omar, de Sayyidina Othman, de Sayyidina Ali. Ils n'ont pas de problème. Donc, quel est le problème? Non, le problème, c'est autre. Le problème, c'est que les pays du Golfe sont tous riches. C'est des pays pas riches, opulents. C'est les pays les plus opulents de la planète. Le Yémen, c'est le pays le plus pauvre. Déjà, dès le départ, il y a un problème. Alors qu'ils vivent dans la même péninsule. Les Yéménites estiment que depuis leur indépendance, ils n'ont pas été colonisés, un peu la partie de Aden par les Anglais, mais ils n'ont pas. Mais depuis la réunion, si on veut dire, des deux Yémen, ils ont été soumis à la domination étrangère de l'Arabie Saoudite. Donc ceux qui ont été au pouvoir ont été toujours, et même les cheikhs des tribus et tout, ont été financés par l'Arabie Saoudite pour maintenir le Yémen dans un état qui ne se développe pas, d'assistance. Et ils ont estimé maintenant que leur pays est assez riche. Il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a beaucoup de richesses, du gaz en Yémen. Et ils veulent maintenant
prendre en main les affaires de leur pays. Il y a un mouvement populaire qui a fait sortir Abdallah Salah, l'ancien. Ouais, il y a eu une intervention des pays du Golfe, ils ont fait un pacte, ils ont mis le président là, dernièrement, qui s'est enfui. Et il allait négocier. Les négociations étaient très difficiles parce qu'il y a toujours l'intervention étrangère, surtout l'Arabie Saoudite qui pousse le parti Islah, et d'autres partis, il y a des partis d'Ikhwan Muslimin, il y a des partis Wahhabites, il y a des partis. Donc, et l'Iran aussi soutient les Houthis. Il y a aussi l'intervention d'Iran qui soutient les Houthis. Donc, il y avait des interventions étrangères. Maintenant, quand il allait finalement conclure pour trouver une solution yéménite, proprement yéménite, l'Arabie Saoudite a encore intervenu. Et eux, maintenant, ils se sentent, parce que quand même, on est en train de bombarder les populations, on est en train de bombarder l'armée, donc ce n'est pas des milices, c'est l'armée même, c'est l'armée yéménite qui est en train de avec les Houthis. Donc c'est un problème typiquement géostratégique qui concerne l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et puis maintenant, comme on a dit, il y a l'intervention aussi de l'Iran qui aide les Houthis. Mais est-ce qu'il y a-t-il des menaces contre les lieux saints? Non, qui menace les lieux saints? Ils sont tous des musulmans. Tous, ils aiment les lieux saints. Il n'y a pas de... Il y a menace pour les gouvernements en place, oui. Les gouvernements en place, s'il s'avère qu'ils ont fait des erreurs stratégiques qui coûtent cher à leur population, ils risquent de perdre leur place. Oui, il y a des risques pour le gouvernement, pas pour les lieux saints. L'islam n'a rien à voir dans tout cela. C'est des problèmes politiques et stratégiques, sincèrement. Mais est-ce que ces problèmes-là nous concernent, nous, les Sénégalais? Sincèrement, ni de près ni de loin. Sincèrement, ni de près ni de loin. Oui, ni de près ni de loin. Parce que le Sénégal a vocation d'exporter la paix, la tolérance, l'entente, la conciliation. C'est un pays où il y a un consensus réel, il y a une paix sociale réelle, malgré les tiraillements et les problèmes de société. Surtout entre l'État et l'opposition, surtout. Oui, c'est des politiques. La politique, c'est toujours comme ça. Donc, les populations, ils doivent être très réservés. Les politiciens, ils se battent entre eux, c'est de bonne guerre. Vous avez entendu que son Excellence, le président de la République, monsieur Macky Sall, décide d'envoyer 2100 soldats en Arabie Saoudite. Pour quel motif? Il a dit qu'il veut maintenir la paix en Arabie Saoudite. Si le but est de maintenir la paix, même les Yéménites seront très enchantés, je pense. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est pour, comme je dis, le Sénégal a vocation d'exporter la paix, la tolérance, la conciliation. Si c'est pour aider à la paix, si c'est pour... j'ai entendu aussi que c'était pour protéger les lieux saints. Oui, tous les musulmans applaudissent, les Yéménites en premier, parce que tout le monde est musulman, les lieux saints doivent être gardés. Donc vous ne considérez pas l'intervention du Sénégal comme un acte de djihad ou quelque chose comme ça? Ça dépend de la nature de l'intervention. Ça dépend si on envoie les soldats se faire massacrer, pour les beaux yeux le roi Salman. Alors là, franchement, c'est une erreur. Mais si c'est pour vraiment la paix, pour garder les lieux saints, il n'y a pas de... L'envoi de 2100 soldats sénégalais en Arabie Saoudite, certains pensent que cela peut nous exposer. Dans quel sens? Je ne sais pas. Donc, ça nous expose peut-être pour l'éclat diplomatique du Sénégal qui peut être entaché si vraiment, je te dis, la mission n'est pas bien définie. Si elle a une... Parce que vous savez maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite est en train de faire de graves erreurs. Et tout le monde est unanime. Même s'ils ne lui disent pas clairement, parce que par exemple, on prend le président Hollande, il est parti dernièrement pour signer un contrat de 6,5 milliards de dollars pour vendre les armements. Les Américains, maintenant, ils vont les pays du Golfe pour rencontrer Obama, ils vont signer des contrats pour plus encore.
pour le double ou le triple, pour faire installer des missiles sol-air, des missiles nouveaux, les armes stratégiques les plus nouvelles. Donc, eux, ils ont des intérêts. C'est pour ça. Mais en même temps, les Américains, comme en France, ils se permettent certains de critiquer les agissements du gouvernement qui n'a aucun sens, qui n'est bâti sur aucun motif valable, ni stratégique, ni politique. C'est un enfant, il n'a même pas 30 ans. Le ministre de la Défense, c'est le fils du roi actuel. Donc personne ne comprend rien. À l'intérieur de l'Arabie Saoudite aussi, il y a un grave problème parce que le prince Talal, qui est de la famille, et presque 80% des princes sont contre cela. Il s'estime lésé par le gouvernement qui a pris en main toutes les affaires du pays et qui est en train d'amener le pays vers la catastrophe et qui est en train de dilapider l'argent du pays dans des guerres qui n'ont aucun sens et qui amènent... donc, vraiment, quelqu'un, il se mêle de cela, ce sera à ses dépens. Sincèrement, ce n'est pas intelligent du tout. Il vaut mieux raisonner. On dit... Nous, dans l'islam, les valeurs de l'islam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Aide ton frère, supporte ton frère, qu'il soit oppresseur ou victime. Donc vous croyez que c'est inutile d'envoyer des soldats? On a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment on aide notre frère s'il est oppresseur? On peut l'aider s'il est victime, mais quand il est oppresseur, il dit, l'aider, c'est le tenir pour l'empêcher d'oppresser qui que ce soit. Donc, le rôle d'empêcher les gens. Quand quelqu'un il commet des actes injustes, si tu veux l'aider, il faut lui dire que ce que tu fais est injuste, que ce que tu fais n'est pas bon. C'est comme ça que tu l'aides. C'est pas en le poussant. Donc, vous croyez que c'est inutile d'envoyer des soldats en Arabie Saoudite? Sincèrement, comme je te dis, si le but vraiment est louable pour la protection des lieux saints ou pour la paix, comme tu vient de dire ou comme on a dit, c'est sûr qu'il y a une contrepartie diplomatique, financière, importante pour un pays comme le Sénégal. Donc ça nous dépasse. Ça, ce sont les affaires d'État, de la stratégie, de la géopolitique. On n'a pas notre mot dans ça. Mais comme notre opinion, c'est-à-dire si cette guerre-là est injuste, et si c'est envoyé pour aider les gens dans leur injustice, c'est une erreur. Mais M. Fahmi, comment faire pour combattre le terrorisme? Parce que c'est un phénomène extraordinaire qu'il faut combattre par tous les moyens quand même. Le moyen le plus efficace, c'est d'éradiquer la pensée qui alimente ces mouvements terroristes. Cette pensée, c'est le wahhabisme, tout simplement. De déclarer que les savants soient honnêtes, courageux, pieux, et disent que cela n'a rien à voir avec les fondements de l'islam. Que l'islam interdit de dire à un croyant qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que tu es un kafir. Parce que quand tu lui dis tu es un kafir, son sang est licite. Donc tu déclares son sang licite. C'est ça ce qui se passe. Nos frères wahhabites, malheureusement, c'est ça leur problème. Pour eux, tous les autres musulmans sont pratiquement... C'est pour ça qu'ils se permettent de faire couler leur sang. C'est pour ça qu'il y a des... Alors, un musulman ne peut pas. Même d'un non-musulman, tu n'as pas le droit. À moins qu'il y a des raisons légales, que s'il y a une guerre juste, où ce n'est pas toi qui as provoqué. Tu défends ta patrie, tu défends ton pays, tu défends ta religion, tu défends ta famille, tu défends ta vie. Mais on n'a pas le droit d'attaquer les autres. Pour imposer, même pour imposer notre foi, on n'a pas le droit. Appeler les gens vers la foi, pas leur imposer, parce qu'on n'impose pas la foi à quelqu'un. Mais on essaye de l'aider à adhérer à cette foi pour son salut ici et dans l'au-delà. Donc, le seul moyen de lutter efficacement contre le terrorisme est de dénoncer cette pensée du takfir. On appelle en arabe le takfir. Le takfir, c'est lancer l'anathème.
quand cette source sera tarie, maintenant, les pays qui financent cela vont se trouver isolés. Et ils vont certainement repenser leur religion ou leur idéologie ou leur stratégie. Et on arrête un peu de radicaliser les choses quand même. Hein? On arrête un peu de radicaliser les choses, l'islam. L'islam, sincèrement, comme je dis, il est vraiment trop pur et trop propre pour qu'il soit sali par eux. Mais malheureusement, ce sont les actes des musulmans qui salissent l'image de l'islam. L'image. L'islam, comme je dis, il est au-dessus. Il transcende les préoccupations humaines, parce que c'est la religion de Dieu. Mais c'est les actes des musulmans. Parce qu'on dit pas l'islam a fait. Regarde les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? C'est les musulmans qui doivent se reprendre, qui doivent se ressaisir. Et puis même, il y a des divergences entre les musulmans. Il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des ibadites, Oman. Ils peuvent dialoguer avec des arguments solides, avec le Coran entre eux, et trouver des solutions à cette pauvre communauté musulmane qui est en train de vivre ces moments tragiques par lesquels on a débuté l'émission. Tout cela, les savants ont une grande responsabilité dans cela. Il y a des savants musulmans aujourd'hui, et presque la majorité, malheureusement, qui poussent à cela. Des fois, même beaucoup, quand quelqu'un il commence à parler, il sent le pétrole. L'argent a trop corrompu. L'argent a trop corrompu les savants du monde sunnite, particulièrement. Même dans le monde chiite, c'est pareil. Il y a des savants aussi qui alimentent. Merci, Monsieur Fahmy. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que, comme on a dit, puisque notre préoccupation c'est l'islam en premier et en dernier, que les Sénégalais sachent très clairement qu'ils n'ont rien à envier à qui que ce soit en matière d'islam. Ils ont leurs propres références. Ils n'ont pas besoin de chercher les références ailleurs. Et l'islam qu'ils présentent aujourd'hui, c'est l'islam le plus adéquat pour que la communauté musulmane ne faillit pas à sa mission devant le prophète Mohammed sallam de propager l'islam. Mohammed sallam, avant de quitter les musulmans, dans le dernier pèlerinage, le pèlerinage d'adieu, il a pris tous les musulmans à témoin qui étaient présents. Il a dit, est-ce que vous attestez que je vous ai transmis? Il dit, oui, on atteste. Il dit, Allah atteste que je vous ai transmis. Alors que celui qui a entendu transmet à celui qui n'a pas entendu. Celui qui est présent transmet à celui qui est absent. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Donc notre mission, c'est de transmettre le message du prophète. Heureusement, au Sénégal, il y a cette vocation. Avec le sourire, avec la bonne entente, avec la teranga, avec des valeurs. On est en train de vivre l'islam. Donc il vaut mieux qu'on ne se mêle pas de ce qui se passe ailleurs en attendant que les choses soient plus claires. Merci à vous aussi qui nous suivez partout dans le monde. Je vous dis au revoir et à très bientôt.